rupture avec l'ère Trump est nette au moment où les États-Unis franchissent le cap des 400 000 morts du Covid et font leur retour au sein de l'OMS. Bilal Tarabey nous en dit plus. This is the plan. You can go online and get it. 200 pages et dense, selon lui. Joe Biden présente aux Américains son plan de lutte contre le Covid-19. À peine sorti de son premier réveil en tant que président des États-Unis, il s'assied face à 10 dossiers reliés, 10 décrets présidentiels qu'il signe avec des objectifs attendus dès les 100 premiers jours de sa présidence. One of our 100-day challenges is asking the American people to mask up for the first 100 days, the next 99 days. The masks have become a partisan issue, unfortunately, but it's a patriotic act. La rupture avec l'ère Trump est consommée. Une cérémonie comme celle-ci à la Maison-Blanche, pendant laquelle presque personne ne porte de masque, est désormais impossible. Joe Biden impose le port du masque dans tous les bâtiments fédéraux. Autre mesure phare, le président américain applique une loi sur la défense nationale au Covid-19. Concrètement, les entreprises concernées seront obligées d'acheter ou de produire plus de vaccins, avec pour objectif 100 millions de personnes vaccinées dès les 100 premiers jours de sa présidence. When I announced it, you all said it's not possible. Come on, give me a break, man. That's a good start. 100 million. Et un homme revient sur le devant de la scène, c'est Anthony Fauci, critiqué et mis de côté par Donald Trump, qui ne supportait pas de voir ses croyances sur le Covid remises en cause par l'épidémiologiste en chef de l'administration. The idea that you can get up here and talk about what you know, what the evidence, what the science is, it is somewhat of a liberating feeling. Les voyageurs qui entrent aux États-Unis devront également présenter un test négatif, mais aussi se mettre en quarantaine. Le carnaval de Rio n'aura pas lieu cette année. Le maire de la ville y renonce à cause de la pandémie hors de contrôle au Brésil. Les écoles de samba espéraient encore pouvoir le fêter au mois de juillet. Le maire espère célébrer l'événement en 2022 lorsque tout le monde sera vacciné. Il a également annoncé une aide en faveur des Brésiliens qui travaillent toute l'année à l'organisation de cette fête juste avant le carême. En Centrafrique, l'état d'urgence pour 15 jours décrété sur l'ensemble du pays. Une coalition de groupes armés cherche à renverser le président réélu, Faustin Archange Touadéra. Une semaine avant le premier tour des élections, 6 groupes armés s'étaient déjà alliés pour former la coalition des Patriotes pour le changement contre le régime. Récit d'Antoine Mariotti. Lever l'embargo sur les armes lourdes, c'est la dernière demande du gouvernement centrafricain pour venir à bout de la rébellion. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, la chef de la diplomatie a appelé la communauté internationale à aider Bangui à inverser le rapport de force. Le gouvernement centrafricain demeure privé de son outil de défense. Il nous faut reconnaître que l'embargo qui a été pensé pour être une mesure collective efficace pour écarter les menaces est à aujourd'hui inefficace. La Chine et la Russie y sont favorables, mais cette hypothèse suscite la crainte des pays occidentaux, car les forces de sécurité centrafricaines ont été formées récemment et sont peu aguerries. Leur nombre ne dépasse pas 2600. Le risque de voir ces armes lourdes tomber entre de mauvaises mains freine donc certaines capitales. Alors l'émissaire de l'ONU milite, lui, pour une autre solution, un renfort de la MINUSCA. Il faut une stratégie d'aménagement du mandat. Dans cette perspective, une augmentation substantielle des effectifs des composantes en uniforme de la mission, en l'occurrence la force, la police et l'administration pénitentiaire devraient lui permettre de maintenir sa posture robuste tout en disposant d'une plus grande mobilité. Si le chef de la mission de l'ONU, déjà l'une des plus grosses dans le monde, veut plus de soldats, il ne précise pas combien. Le chiffre pourrait s'élever à 3000 casques bleus supplémentaires, sans compter des moyens aériens importants, notamment des drones et des hélicoptères d'attaque. Le groupe État islamique revendique via son agence de propagande le double attentat-suicide perpétré dans la capitale irakienne Bagdad. La double attaque menée sur un marché très fréquenté a fait au moins 32 morts. Cela fait 3 ans qu'une telle attaque n'avait pas eu lieu à Bagdad. On retrouve Armel Charrier. Cet attentat qui a frappé la capitale irakienne signe l'échec de la sécurité irakienne.
Oui, parce que ce qui est important, c'est que la sécurité de la capitale a été biaisée. Cet attentat est le premier dans la capitale de cette importance depuis 3 ans, depuis la défaite militaire de l'État islamique en Irak et en Syrie d'ailleurs. Et on avait évidemment su qu'il y avait des poches de l'État islamique qui restaient, mais elles étaient cachées dans la région de Mossoul ou dans la province d'Anbar, les provinces traditionnelles qui ont vu justement l'éclosion de l'organisation de l'État islamique. En revanche, arriver à commettre un attentat avec deux kamikazes, avec aussi la volonté de faire le plus de morts possible en Irak, c'est une première ces derniers temps. C'est inquiétant parce qu'on avait recommencé à trouver un peu de vie normale en Irak et ça montre que la résurgence qui a été notée du côté de la Syrie est en train de s'opérer aussi du côté de l'Irak. Ça montre aussi que l'organisation État islamique qui avait été vaincue en 2017 reste toujours active dans un certain nombre de pays. Oui, parce que les idées, de toute manière, de l'organisation de l'État islamique continuent, elles sont là. On n'a pas éradiqué toutes les personnes et les obédiences qui pouvaient vouloir le revendiquer. Et puis derrière, il y a eu ces victoires militaires qui ont été réelles. Raqqa, par exemple, en Syrie, avec son état-major, a été complètement détruit et l'État islamique qui, derrière, avait des militaires qui pouvaient avoir des brigades, ne peut plus aujourd'hui monter en gamme de cette manière-là. En revanche, il garde de l'argent et il garde la pression sur des zones qui peuvent en lui rapporter. Sa présence, par exemple, à des résorts en Syrie, dans la zone pétrolifère, montre bien que c'est extrêmement intéressant pour eux de rester là. Le fait que la Syrie soit désorganisée aujourd'hui amène cette organisation à ressortir à la tête. Mais on la voit aussi dans des endroits beaucoup moins attendus. Au Mozambique, dernièrement, depuis 1 an, on observe effectivement que l'organisation de l'État islamique s'est installée là-bas. Alors vous allez me dire, pourquoi dans ce pays de l'Afrique australe, qu'on a du mal à situer sur la carte, il est juste sur la côte est en face de Madagascar, pourquoi l'organisation de l'État islamique s'est installée là-bas? Tout simplement parce que là encore, c'est un pays qui est extrêmement riche, avec du gaz liquéfié qui a été trouvé. Olive. Et donc cette richesse amène d'une part la population qui est spoliée de ses revenus à se sentir justement totalement inégalitaire et donc à adhérer à ces thèses de l'organisation de l'État islamique. Et ça apporte aussi à l'organisation une capacité à contrer ces deux ennemis que sont la France et les États-Unis qui sont présents par leur société pétrolière Total et ExxonMobil. Merci beaucoup Armelle Charrier pour votre analyse, merci à vous. On a appris le décès, la mort du cascadeur français Rémi Julienne. Ce casse-cou du cinéma avait 90 ans. Cet artiste de l'ombre qui avait le goût du risque était le meilleur dans son domaine. Il a doublé Jean-Paul Belmondo, Yves Montand ou encore Sean Connery. Il avait réglé les cascades de La Grande Vadrouille et de 6 films de James Bond. 1400 productions à son actif. Rémi Julienne était en réanimation depuis 2 semaines à cause d'une forme grave du Covid. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol et sur le site internet france24.com. Merci à vous tous. En raison des restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie, les Fashion Week se déroulent une fois de plus en digital. Aucun défilé ni événement, aucune agape ni rencontre, les acheteurs comme les journalistes sont invités à s'installer confortablement dans leur canapé pour regarder des films via les réseaux sociaux et, inutile de le cacher, c'est un peu rasoir. En revanche, comprendre comment ces films de mode sont fabriqués, c'est passionnant. Le jeune créateur de mode parisien Louis-Gabriel Nucci fait pour la première fois partie de la liste officielle des défilés de mode masculine de l'hiver 2021. 48 heures avant la diffusion Champignons. sur les réseaux, il peaufine les essayages de ses nouveaux modèles. Louis-Gabriel aime par-dessus tout la littérature. Toutes ses collections sont inspirées par les livres. On n'a pas un processus avec des choses qui sont décoratives, en fait, par rapport à l'inspiration de base. C'est-à-dire que les livres nous servent déjà de façon très pragmatique la gamme couleur de la collection. C'est-à-dire que toutes les couleurs qui sont évoquées dans le livre, on les retranscrit après en gamme couleur pour les vêtements. Le contexte historique aussi nous donne déjà une première indication sur les années, également ce que porte l'écrivain.
Après, il y a tout évidemment l'atmosphère du livre qu'on essaye de retranscrire. Après, il y a encore un autre niveau, c'est avec les matières. Par les temps qui courent, comment ne pas s'inspirer de Franz Kafka? Le procès, parce que pour moi, c'était en lien avec tous les grands procès qu'on a pu voir dernièrement en France, que ce soit sur les attentats de Charlie Hebdo, ou sur voilà, les violences policières. Et puis ça rejoint aussi par exemple ce qu'on vit avec le vaccin. Il y a une espèce de lourdeur administrative en France dont on parle depuis des années, qu'on vit au quotidien et que personne semble pouvoir résoudre. En fait, c'est quelque chose qui est quand même assez incroyable. Là par exemple pour le procès de Kafka, on voulait vraiment retranscrire cette atmosphère très froide, donc du coup une gamme de couleurs qui est très sourde, avec des couleurs extrêmement classiques comme du noir, du blanc, du beige, du gris, enfin voilà des notions, des couleurs assez safe, et de vraiment jouer sur des nuances de camel assez élégantes, et de retranscrire toute cette notion de bureau administratif en fait, avec les feutres, avec le métal très froid qu'on peut voir sur des chaises. On a toute cette ambiance un peu lumineuse aussi avec les néons qu'on voit beaucoup dans les tribunaux ou dans l'administration. Donc du coup d'avoir ce vert comme ça très pâle, très froid aussi qui reviennent. Et voilà, donc du coup par exemple sur cette collection il y a toutes les notions de violence aussi qui transparaît de par des finitions ou des traitements de mailles qui sont très agressifs aussi sur les pièces mais qui constituent une valeur ajoutée. Louis Gabriel Nucci décline toutes les nuances d'un sportswear chic, travaillé dans des laines ou des jerseys. Moi, je travaille toujours les collections en touchant des matières. Je crée toujours des vêtements pour que ça soit confortable et que les gens soient bien dedans, que ça permette de se révéler et de se dire que je peux m'assumer comme ça. Et du coup, surtout en ce moment, je trouve que c'est un sens qui est quand même le plus absent, on va dire, de notre quotidien depuis un an. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se réunir, on ne peut plus se toucher. On a une vraie distance sociale. Et pour moi, justement, le vêtement peut réinstaurer ce lien. Pour donner corps à sa collection, Vert. Gabriel n'a pas fait appel à des mannequins classiques, mais à des danseurs. 24 heures avant le jour J, au Centre national de la danse à Pantin, au nord de Paris, le chorégraphe Sorab Chitan dispose de 2 heures pour improviser, dans les règles de l'art, un ballet moderne. Je suis fasciné par les bras. Je trouve que les danseurs ont des bras extraordinaires, parfois plus que les jambes. Et je travaille énormément le travail des bras. Moi-même, en tant que danseur, je suis très serpentine, si je puis dire. Sûrement dû à mes origines. Mon père est iranien, donc je pense qu'il y a des ponts qui se sont créés à un moment. Mais oui, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est déhanché, bras, tout le haut du corps. Fromage. Énormément. Je trouve que ça apporte une énergie qu'on n'a pas. Après, j'ai eu la chance aussi d'être étudiant chez Béjart, qui lui-même était aussi fasciné par les bras, travaillait beaucoup les mimiques, tout ce qui est mouvement de main et tout, puisque c'était aussi son ADN quelque part. Mes influences, elles sont aussi celles des danseurs d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus de danseurs hip-hop aussi. Donc tout ce qui est travail de crump, d'énergie, très ancré dans le sol, ça m'intéresse aussi beaucoup. Et c'est le grand jour. Dans un palais de Tokyo désert, une 50aine de personnes s'activent. À la coiffure, au maquillage, aux lumières, à de nouveaux essayages. Le décor est un tunnel de miroirs sans teint qui symbolise la Percevoir. kafkaïenne d'infini, d'absurde. C'est un spectacle vivant qui va durer 10 minutes. Il sera enregistré en une seule prise pour être diffusé 1 heure après sur les réseaux sociaux. Tout est très intellectuel, le postulat de la marque est très intellectuel, mais au final, ça reste des vêtements. C'est-à-dire que les gens y vont dessus parce que c'est une belle veste, parce que la matière est super belle, que c'est bien coupé, que c'est confortable, et que nous, on croit à certaines valeurs qu'on essaie de représenter aussi, comme l'honnêteté, la transparence, le fait qu'on ait un circuit court, qu'on privilégie les matières naturelles, que tout ce qui est dans la boutique c'est biosourcé, qu'on travaille toujours avec les mêmes collaborateurs aussi depuis des années. Donc c'est un peu toute une équipe et une éthique aussi de travail. Et oui, c'est une invitation au débat aussi à chaque fois ce qu'on fait. Moi, c'est une certaine proposition, c'est mon regard à un instant T de ce qui a pu se passer. Et la littérature permet une certaine élégance et de ne pas être justement trop frontal dans le fait de parler de ces sujets-là. Pardon, oui, je parle énormément. La mode, c'est le tombé des matières, la justesse des coupes, la cohérence des couleurs. C'est l'exaltation du sens du toucher. Les films, le numérique, c'est une autre histoire. France24.com est disponible en 4 langues. Des articles, des reportages, les informations internationales en continu, toutes nos émissions à revoir et la chaîne en direct, 24 heures sur 24.
Intuitif, rapide et en 4 langues. France24.com. Liberté, égalité, actualité. Comptable. À Paris, dans la première maison de France, elle est la plus vue, la plus connue, la plus prestigieuse. La salle des fêtes de l'Élysée. 1000 mètres carrés. Tapisserie du XVIIIe siècle, fresques au plafond classé, lustre en cristal de Baccarat. Outre les conférences de presse et les dîners officiels, c'est ici qu'a lieu l'investiture du président de la République. Du général de Gaulle à Emmanuel Macron, tous ont prêté serment pour l'histoire dans ce salon d'apparat, Yaourt. resté dans son jus depuis plus d'un siècle, mais qui dépérit à vue d'œil. Pour redonner une seconde jeunesse à ce lieu d'exception, une rénovation complète va bientôt débuter. Et c'est à l'architecte Isabelle Stanislas que le chantier a été confié. L'idée, en fait, de modifier la salle n'est pas forcément en fait une idée esthétique. C'était une nécessité parce que il y a eu des infiltrations d'eau qui apparaissaient derrière les premières tapisseries là-bas, qu'il a fallu réparer. Là, par exemple, en fait, la fibre commence à s'effilocher. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de laisser ça comme ça fait vraiment partie de notre patrimoine. 150 artisans parmi les meilleurs au monde sont mobilisés. Ils ont 8 semaines, pas une de plus, pour faire passer la salle des fêtes du 19e au 21e siècle. Nous sommes ici, là, vous avez cette première tenture qu'on voit ici, hein, que l'on va déposer en premier lieu, les mois de Lucas tout au fond, hein, et ensuite les 3 grandes tapisseries bibliques côté Seine. La moquette est retirée et les rideaux décrochés, soit près de 2000 mètres de tissu en soie et satin. Est-ce qu'il y a quelqu'un en dessous? Ok, je laisse. Châteaux, ministères, ambassades, ces artisans ont l'habitude de travailler dans les endroits les plus prestigieux. Ça me fait quelque chose parce que la salle des fêtes, c'était mon premier chantier en tant que responsable d'atelier. Et quand on rentre au Mobilier National, on nous dit que c'est le chantier de notre carrière. Et en fait, j'en fais une deuxième. Puis c'est la pièce qui est vue par l'ensemble des Français à la télé. Donc l'ensemble des Français voient notre travail. C'est important, c'est fort, ouais. Le Mobilier National abrite ce que l'artisanat français a de plus noble. Qu'il soit de bois, de bronze ou de tissu, l'objet est ici nettoyé, restauré, sublimé. Pour les nouveaux rideaux de la salle des fêtes, l'architecte a pu choisir parmi les 48 000 teintes différentes que compte ce nuancier. Pour les tapis et les moquettes, il y a Un placard magique. Isabelle Stanislas a passé 3 jours ici pour choisir les teintes de la future moquette. On était parti sur des gris légèrement froids, en fait. Et du coup, on s'est remettu sur des teintes beaucoup plus douces. Et son choix, le voici, un camailleux de gris et un autre de jaune. Elle arrive à voir toutes les subtilités des couleurs et comment elles s'associent, en fait. Dans ce chantier de rénovation, l'atelier de tapisserie est en première ligne. Depuis plusieurs mois, les petites mains s'activent pour couper, coudre et ajuster. Ce jour-là, le premier rideau est tout juste terminé et leur chef Laure Dauvier ne laisse rien passer. Tu n'as pas mis la graffe sur la couture, c'est ça? Ah, j'ai mis de part et d'autre. Eh ben non, Bah c'est pour voilà. ça que ça marche pas. Le premier, c'est toujours important parce que c'est ce qui va donner le ton pour la suite de la confection. Quand on peine à faire le premier, on se dit que ça va être long. Alors que quand le premier se passe bien, ça donne du baume au cœur et on y va franco pour la suite. Et là, il s'est bien passé? Là, il s'est bien passé, oui. À quelques rues de là, d'autres artisans ont aussi de l'or au bout des doigts, comme Laura May, doreuse pour la maison Gohard, connue dans le monde entier. La dorure, une technique qui n'a pas changé depuis des siècles. Hop. Je viens couper la feuille à dimension souhaitée. Je viens chercher l'électricité statique de la peau pour happer la feuille et pour pouvoir la poser sur le support. À peine posée, la feuille d'or est époustée, puis il suffit de quelques coups de pinceau pour en révéler le brillant. Je rappuie la feuille. Grâce à la jeune femme, la salle des fêtes va retrouver une partie de son éclat.
Retour à l'Élysée. C'est la dernière ligne droite et l'heure de vérité pour les pâtissières après des mois de confection. Si ça tombe pas bien, il faut que ça retourne à l'atelier, il faut tout reprendre. C'est toujours un moment un peu stressant. Si le sourire est de rigueur, pour l'architecte, il faut que tous les éléments du décor s'assemblent. Fruits. Aujourd'hui, on valide. Oui, c'est une très belle nouvelle. Très belle nouvelle. Non, c'est assez émouvant. J'ai presque envie qu'on mette tout de suite, mais on va pas le faire. Un peu plus loin, Laura May applique minutieusement les dorures qui vont rehausser les médaillons aux initiales de la République. Ce qu'on est en train de dorer là, ça va rester peut-être des centaines d'années. On y met beaucoup de cœur et voilà, on se dit qu'il y a une petite touche de nos mains qui reste ici. Ouais. Quelques jours plus tard, levée de rideau. La salle des fêtes est métamorphosée et affiche sa modernité grâce à l'excellence du savoir-faire français. Salut, c'est Thomas. Retrouvez-moi sur Légendes urbaines, RFI, France 24. Émission présentée par Juliette Fievet. Je vais vous parler de l'album Hypersensible. Non, enfin, là, ça donne pas envie. Hein. Je suis désolée. Tu me coupes aussi, tu me coupes, moi je suis pas naturel. Je vais vous parler de l'album, mais la mélancolie, la tristesse, tu vois, enfin, je veux dire, les gens ont envie de vibe, tu vois, un truc un peu plus waouh, sympa, tu vois, c'est les gens urbaines, quoi. Tu fais pas de la Zumba, frère. Ouais, en même temps, donne envie aussi, tu vois. Enfin, allez, refais un truc un peu plus punchy, sympa. Un truc sympa. Un truc sympa, tu veux que je fasse sympa? Ouais, un truc sympa. Mec sympa, tu souris déjà, commence. Salut. Je suis sur France 24, RFI, Légendes urbaines, Juliette Fievet. Légendes urbaines, à voir sur France 24 et france24.com. Mobilisation générale en Europe face au virus et aux variants. Au lendemain de la visioconférence des 27, la France exige à partir de dimanche un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ pour la plupart des voyageurs européens qui veulent entrer sur son territoire. Aux États-Unis, le président Joe Biden a signé 10 nouveaux décrets hier. Toute personne arrivant par avion devra présenter un test négatif à son arrivée et observer une quarantaine sur le sol américain. Joe Biden qui a également dénoncé l'échec de la distribution des vaccins. L'état d'urgence en Centrafrique pour 15 jours, une décision du président réélu Faustin Archange Touadéra qui fait face à une nouvelle offensive de groupes armés rebelles. Ils occupent les 2/3 du territoire. L'ONU demande au Conseil de sécurité une augmentation en urgence du nombre de cas sur le terrain.
Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Un test PCR négatif pour rentrer en France, même pour les voyageurs européens, une mesure prise à cause du variant britannique. Les travailleurs frontaliers et les routiers seront exemptés. Notre priorité absolue est d'accélérer la vaccination dans l'ensemble de l'Europe, a déclaré Charles Michel, le président du Conseil européen. Pour la présidente de la Commission, la situation sanitaire en Europe est très grave avec l'apparition de nouveaux variants plus transmissibles. On écoute Ursula von der Leyen. Nous proposons d'introduire une nouvelle catégorie rouge foncé qui montrerait que dans ces zones, le virus se propage très rapidement. Les personnes qui voyagent depuis ces zones rouges foncées pourraient se voir demander de faire un test avant le départ et de rester en quarantaine à leur arrivée à l'intérieur de l'Union européenne. Et étant donné la situation sanitaire très sérieuse que nous connaissons, tous les voyages non essentiels sont fortement déconseillés, à la fois à l'intérieur des pays et bien entendu à l'étranger. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a donc proposé une nouvelle définition plus précise des zones à risque du point de vue sanitaire. La correspondance à Bruxelles d'Alix Le Bourdon. Il y a eu plus de 4 heures de discussion hier soir entre les chefs d'État et de gouvernement pour cette 9e vidéoconférence consacrée à la gestion de la pandémie de Covid-19 avec en toile de fond cette très grande inquiétude, en voir cette angoisse liée aux variants du coronavirus qui, vous le savez, sont plus contagieux. Et puis ce contexte dans lequel plusieurs pays européens resserrent leurs mesures sanitaires. Le Portugal ferme ses écoles, a annoncé qu'il fermait ses écoles. Les Pays-Bas annonce un couvre-feu. On est d'ailleurs loin dans ce pays de l'immunité collective qui avait été prônée au début de la crise sanitaire. Alors face à cette situation jugée très grave, la réponse de l'Union européenne, c'est de déconseiller, vous l'avez dit, les voyages non essentiels. Mais vous le savez aussi, l'Europe a à cœur de préserver le fonctionnement du marché unique. Et ça va dans le sens de la recommandation du Conseil de mi-octobre qui visait finalement à pouvoir adopter des mesures plus restrictives tout en préservant ce fonctionnement du marché unique et éviter le chaos, vous vous en souvenez, qu'on avait connu en début de crise, mi-mars, lorsque les frontières avaient été fermées en ordre dispersé. Alors d'ailleurs, la France, vous le savez, a annoncé que des tests PCR à partir de dimanche seraient demandés aux voyageurs européens, mais cette mesure ne concerne pas les travailleurs frontaliers ni le transport terrestre. Et la Hongrie a conclu ce matin un accord pour acheter de larges quantités du vaccin russe Sputnik. Viktor Orban ne respecte visiblement pas le cadre de doses de vaccins fixé par la Commission européenne. Annonce faite alors que le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov reçoit aujourd'hui son homologue hongrois. Un 3e confinement en France n'est pas exclu si la situation se dégrade et si la circulation du variant augmente sur le territoire. Déclaration du ministre de la Santé Olivier Véran hier soir. Mais on n'en est pas encore là, précise-t-il. Certains médecins demandent un reconfinement. Ils estiment que le couvre-feu n'est pas une mesure suffisante pour contenir l'épidémie. Mais de quel reconfinement s'agit-il? Et il faudra ensuite réussir le déconfinement. Pas de flambée après les fêtes, mais un nombre de contaminations, d'hospitalisations et de réanimations qui ne cesse d'augmenter. L'épidémie progresse, le variant britannique, beaucoup plus contagieux, fait craindre une envolée des cas d'ici le mois de mars. Faut-il stopper cette dynamique en reconfinant d'urgence? Oui, selon certains scientifiques. Si, de toute manière, on n'échappe pas à un confinement, et ce confinement, il va durer jusqu'à ce que les hôpitaux puissent à nouveau respirer. Soit on le fait tout de suite, et là, on peut avoir une diminution du nombre de cas et mieux passer la fin de l'hiver. Moins radicaux, d'autres spécialistes soulignent qu'actuellement, le variant britannique ne touche en France qu'1 à 2% des personnes contaminées. Ils préconisent d'attendre un peu et d'observer les effets des nouvelles mesures appliquées sur le territoire, comme le couvre-feu, avancé à 18h. Au moment où la vitesse était mesurée au Royaume-Uni, les mesures sanitaires étaient bien moindres que ce qu'elles sont en France. Et donc une question, c'est est-ce qu'avec les mesures sanitaires françaises, la vitesse est tout aussi rapide? Pour le savoir, de nouvelles études chiffrées devraient être effectuées très vite. En attendant, faut-il confiner plus sévèrement au moins les personnes vulnérables, notamment les plus âgées, qui risquent de faire les formes les plus graves? L'idée a été balayée jusqu'à présent par les autorités sanitaires, par certains infectiologues aussi. Le risque, c'est de se retrouver l'arroseur arrosé, où finalement on va confiner des sujets qui gardent une certaine autonomie, qui vont se retrouver d'abord avec une perte de l'élan vital, parce qu'ils vont se retrouver isolés et qui vont devoir faire appel à des tierces personnes, souvent plus jeunes,
et donc souvent plus contaminants parce que asymptomatiques. Aujourd'hui, l'Agence sanitaire européenne chargée des épidémies a appelé ses membres à préparer des mesures plus strictes pour contenir la progression des nouveaux variants du coronavirus. Aux États-Unis, priorité à la crise sanitaire. Le président Joe Biden a promis une mobilisation comme en temps de guerre pour lutter contre la pandémie. Pour entrer sur le territoire, il faut un test négatif à son arrivée et observer une quarantaine. La rupture avec l'ère Trump est nette au moment où les États-Unis franchissent le cap des 400 000 morts du Covid et font leur retour au sein de l'OMS. Bilal Tarabey nous en dit plus. This is the plan. You can go online and get it. 200 pages et dense, selon lui. Joe Biden présente aux Américains son plan de lutte contre le Covid-19. À peine sorti de son premier réveil en tant que président des États-Unis, il s'assied face à 10 décrets présidentiels qu'il signe avec des objectifs attendus dès les 100 premiers jours de sa présidence. One of our 100-day challenges is asking the American people to mask up for the first 100 days, the next 99 days. The masks have become a partisan issue, unfortunately. Boisson. But it's a patriotic act. La rupture avec l'ère Trump est consommée. Une cérémonie comme celle-ci à la Maison-Blanche, pendant laquelle presque personne ne porte de masque, est désormais impossible. Joe Biden impose le port du masque dans tous les bâtiments fédéraux. Autre mesure phare, le président américain applique une loi sur la défense nationale au Covid-19. Concrètement, les entreprises concernées seront obligées d'acheter ou de produire plus de vaccins, avec pour objectif 100 millions de personnes vaccinées dès les 100 premiers jours de sa présidence. Oh. When I announced it, you all said it's not possible. Come on, give me a break, man. It's a good start. 100 million. Et un homme revient sur le devant de la scène, c'est Anthony Fauci, critiqué et mis de côté par Donald Trump, qui ne supportait pas de voir ses croyances sur le Covid remises en cause par l'épidémiologiste en chef de l'administration. The idea that you can get up here and talk about what you know, what the evidence, what the science is, it is somewhat of a liberating feeling. Les voyageurs qui entrent aux États-Unis devront également présenter un test négatif, mais aussi se mettre en quarantaine. Le carnaval de Rio n'aura pas lieu cette année. Le maire de la ville y renonce à cause de la pandémie hors de contrôle au Brésil. Les écoles de samba espéraient encore pouvoir le fêter au mois de juillet. Le maire espère célébrer l'événement en 2022 lorsque tout le monde sera vacciné. Il a également annoncé une aide en faveur des Brésiliens qui travaillent toute l'année à l'organisation de cette fête juste avant le carême. En Centrafrique, l'état d'urgence pour 15 jours décrété sur l'ensemble du pays. Une coalition de groupes armés cherche à renverser le président réélu Faustin Archange Touadéra. Une semaine avant le premier tour des élections, 6 groupes armés s'étaient déjà alliés pour former la coalition des Patriotes pour le changement contre le régime. Récit d'Antoine Mariotti. Lever l'embargo sur les armes lourdes, c'est la dernière demande du gouvernement centrafricain pour venir à bout de la rébellion. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, la chef de la diplomatie a appelé la communauté internationale à aider Bangui à inverser le rapport de force. Le gouvernement centrafricain demeure privé de son outil de défense. Il nous faut reconnaître que l'embargo qui a été pensé pour être une mesure collective efficace pour écarter les menaces est à aujourd'hui inefficace. La Chine et la Russie y sont favorables, mais cette hypothèse suscite la crainte des pays occidentaux, car les forces de sécurité centrafricaines ont été formées récemment et sont peu aguerries. Leur nombre ne dépasse pas 2600. Le risque de voir ces armes lourdes tomber entre de mauvaises mains freine donc certaines capitales. Alors l'émissaire de l'ONU milite, lui, pour une autre solution, un renfort de la MINUSCA. Il faut une stratégie d'aménagement du mandat. Dans cette perspective, une augmentation substantielle des effectifs des composantes en uniforme de la mission, en l'occurrence la force, la police et l'administration pénitentiaire devraient lui permettre de maintenir sa posture robuste tout en disposant d'une plus grande mobilité. Si le chef de la mission de l'ONU, déjà l'une des plus grosses dans le monde, veut plus de soldats, il ne précise pas combien. Le chiffre pourrait s'élever à 3000 casques bleus supplémentaires, sans compter des moyens aériens importants, notamment des drones et des hélicoptères d'attaque.
Le groupe État islamique revendique via son agence de propagande le double attentat suicide perpétré dans la capitale irakienne Bagdad. La double attaque menée sur un marché très fréquenté a fait au moins 32 morts. Cela fait 3 ans qu'une telle attaque n'avait pas eu lieu à Bagdad. On retrouve Armel Charrier. Cet attentat qui a frappé la capitale irakienne signe l'échec de la sécurité irakienne. Oui, parce que ce qui est important, c'est que la sécurité de la capitale a été biaisée. Cet attentat est le premier dans la capitale de cette importance depuis 3 ans, depuis la défaite militaire de l'État islamique en Irak et en Syrie d'ailleurs. Et on avait évidemment su qu'il y avait des poches de l'État islamique qui restaient, mais elles étaient cachées dans la région de Moussoul ou dans la province d'Anbar, les provinces traditionnelles qui ont vu justement l'éclosion de l'organisation de l'État islamique. En revanche, arriver à commettre un attentat avec 2 kamikazes, avec aussi la volonté de faire le plus de morts possible en Irak, c'est une première ces derniers temps. C'est inquiétant parce qu'on avait recommencé à trouver un peu de vie normale en Irak et ça montre que la résurgence qui a été notée du côté de la Syrie est en train de s'opérer aussi du côté de l'Irak. Ça montre aussi que l'organisation État islamique qui avait été vaincue en 2017 reste toujours active dans un certain nombre de pays. Oui, parce que les idées, de toute manière, de l'organisation de l'État islamique continuent, elles sont là. On n'a pas éradiqué toutes les personnes et les obédiences qui pouvaient vouloir le revendiquer. Et puis derrière, il y a eu ces victoires militaires qui ont été réelles. Raqqa, par exemple, en Syrie, avec son état-major, a été complètement détruit. Et l'État islamique, qui derrière avait des militaires, qui pouvaient avoir des brigades, ne peut plus aujourd'hui monter en gamme de cette manière-là. En revanche, il garde de l'argent et il garde la pression sur des zones qui peuvent en lui rapporter. Sa présence, par exemple, à des résorts en Syrie, dans la zone pétrolifère, montre bien que c'est extrêmement intéressant pour eux de rester là. Le fait que la Syrie soit désorganisée aujourd'hui amène cette organisation à ressortir à la tête. Mais on la voit aussi dans des endroits beaucoup moins attendus. Au Mozambique, dernièrement, depuis 1 an, on observe effectivement que l'organisation de l'État islamique s'est installée là-bas. Alors vous allez me dire, pourquoi dans ce pays de l'Afrique australe, qu'on a du mal à situer sur la carte, il est juste sur la côte est en face de Madagascar, pourquoi l'organisation de l'État islamique s'est installée là-bas? Tout simplement parce que là encore, c'est un pays qui est extrêmement riche, avec du gaz liquéfié qui a été trouvé. Et donc cette richesse amène d'une part la population qui est spoliée de ses revenus à se sentir justement totalement inégalitaire et donc à adhérer à ces thèses de l'organisation de l'État islamique. Et ça apporte aussi à l'organisation une capacité à contrer ces 2 ennemis que sont la France et les États-Unis, qui sont présents par leur société pétrolière Total et ExxonMobil. Merci beaucoup Armel Charrier pour votre analyse, merci à vous. On a appris le décès, la mort du cascadeur français Rémi Julien, ce casse-cou du cinéma avait 90 ans. Cet artiste de l'ombre qui avait le goût du risque était le meilleur dans son domaine. Il a doublé Jean-Paul Belmondo, Yves Montand ou encore Sean Connery. Il avait réglé les cascades de La Grande Vadrouille et de 6 films de James Bond. 1400 productions à son actif. Rémi Julien était en réanimation depuis 2 semaines à cause d'une forme grave du Covid. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de votre attention. L'information continue sur France 24 en français, en anglais, en arabe et en espagnol et sur le site internet france24.com. Merci à vous tous. Les moments forts de l'actualité, les images qui racontent la vie des citoyens, la petite histoire dans la grande. Je vous propose chaque semaine de retrouver le meilleur des reportages des correspondants de France 24 à travers le monde. Correspondance à voir sur France 24 et france24.com. Demain sera créatif, engagé, technologique, international, connecté, étonnant. Demain sera vous, demain sera nous. Ionis Education Group, 26 écoles pour former les nouvelles intelligences de demain.
Chaque jour, 30 000 étudiants le prison. L'organisation de l'islam à La Réunion pourrait-elle être un modèle pour l'Hexagone? Ici, la population musulmane est ancrée dans le paysage local, comme la grande mosquée de Saint-Denis et son minaret de 32 mètres. Les vendredis, l'appel à la prière résonne depuis cet édifice aux vitraux pour certains tricolores, construit en 1898 par des commerçants indiens. Les prières sont systématiquement faites en arabe et en français. La mosquée est gérée par un conseil élu pour 3 ans, dont les imams sont de simples employés, alors qu'en métropole, ils sont souvent responsables des mosquées. En dehors du culte, nous ne gérons absolument rien. Nous n'intervenons pas dans ce qui concerne l'administratif. L'administratif est géré par un comité et non par les imams. Les imams ne gèrent que le culte. Des imams qui ont sur l'île une école de formation, l'Institut théologique musulman. 60 étudiants s'y forment à l'imama. Certains prêcheront en métropole. Réveillé. Apprentissage de l'arabe et du Coran, mais aussi éducation civique et histoire de France. C'est justement le couronnement de Charlemagne. Un cursus complet entre 4 et 7 années d'études, essentiel selon Réveillé. les futurs imams. À terme, je veux être imam en métropole, il faut savoir dans quelle dimension on évolue. Et donc il faut connaître la France, bien la connaître, et connaître son histoire, pour bien s'adresser aux Français. Il y a des mosquées en métropole où il n'y a pas de gens qui transmettent la religion, où tu as des imams qui n'ont pas forcément la formation nécessaire. Vous voulez améliorer le prêche en métropole? En quelque sorte, c'est votre ambition? C'est un peu prétentieux de dire cela, mais oui, participer à cet édifice, oui. Objectif de l'Institut, professionnaliser les imams et lier les textes du Coran au contexte français. La France est un pays culture judéo-chrétienne. Il nous faut l'accepter et le comprendre. Et donc, tout en ayant toute cette réalité-là, continuer de pratiquer sa religion sereinement. L'Institut vit des dons des fidèles. Une générosité dont bénéficie aussi la grande mosquée de Saint-Denis. Son budget, 1,3 million d'euros par an. Ce budget est financé par les boutiques que vous voyez ici. Et il y en a d'autres aussi, des biens immobiliers qui sont repartis sur la ville de Saint-Denis. Une mosquée entièrement autofinancée, contrairement à la métropole où certains lieux de culte sont entretenus depuis l'étranger. Maroc, Algérie ou encore Turquie. Inconcevable ici. À partir du moment où vous prenez de l'argent, vous êtes redevable. Donc on peut vous imposer un certain discours, une certaine orientation qui ne correspond pas vraiment à l'islam que nous pratiquons ici. Une organisation de l'islam que l'on retrouve jusque sur les bancs de l'école. Saint-Denis possède l'un des rares établissements privés musulmans sous contrat en France. Visité par la rectrice ce jour-là, un signe de confiance de l'État. Pour elle, le modèle proposé par la communauté musulmane de La Réunion peut inspirer l'Hexagone. C'est vrai que nous montrons ce que la République à La Réunion est capable de faire de mieux. Nous savons que nous sommes observés et nous montrons effectivement avec fierté ce que nous arrivons à réaliser. Cet islam structuré et coordonné sur toute l'île fait de La Réunion un modèle unique en France. En 2019, au moins 30 000 nourrissons ont eu besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Un chiffre que la pandémie a fait exploser. Dans 7 entrepôts, 4 femmes se battent pour combler cet angle mort de la solidarité. Précarité, les femmes et les bébés d'abord. Elles sont en Seine-Saint-Denis et elles sont dans Pas de quartier. Pas de quartier, présenté par Ségolène Malter et Wassim Nasr. À voir sur France 24 et sur france24.com. L'OM a trouvé son nouvel attaquant, Arkadiusz Milik. Le joueur de Naples est officiellement prêté pour 18 mois avec option d'achat. Âgé de 26 ans, Milik vient renforcer un secteur offensif en souffrance avec seulement 26 buts en 19 matchs pour Marseille. Le Polonais pourrait faire partie du déplacement à Monaco demain pour la 21e journée de Ligue 1. Perdre à domicile en Première Ligue, une première depuis plus de 4 ans pour Liverpool.
À Anfield, les Reds se sont inclinés 1-0 face à Burnley, un 5e match consécutif sans victoire pour l'équipe de Jürgen Klopp en championnat. Burnley a profité d'une faute d'Alisson dans sa surface sur Ashley Barnes qui a lui-même transformé le penalty 10 minutes avant la fin du match. 4e au classement, les Reds sont relégués à 6 points du leader Manchester United. Ça serait tellement bête si je restais là assis après avoir perdu face à Burnley, si on n'avait pas marqué pendant les 3 ou 4 derniers matchs et que maintenant je parlais de la course au titre. À quel point est-ce que ça serait bête? Il faut juste que nous gagnions des matchs de football, ça a toujours été le but, il faut marquer, c'est aussi simple que ça. C'est ce que nous devons changer et si ça ne marche pas, nous devons travailler plus dur, inscrire nos progrès dans la durée, être plus cohérents. Mais ne pas parler comme si c'était facile, parce que ça n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, il est incroyable de voir à quel point les garçons étaient cohérents. Ça n'a jamais été quelque chose qu'on aurait dû prendre pour acquis. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des êtres humains derrière. C'est comme ça. Il faut simplement que je détermine ce qu'il faut qu'on fasse dans le timing approprié et nous marquerons à nouveau. C'est un PSG toujours sans entraîneur qui s'apprête à recevoir Montpellier ce soir en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Atteint du Covid-19, Mauricio Pochettino est toujours placé à l'isolement. C'est donc son adjoint, Jesus Pérez, qui a pris la relève. Il va bien. Chaque personne qui a actuellement ou a contracté le virus doit bien évidemment s'inquiéter. Mais Mauricio bénéficie du soutien de tout le personnel médical, du staff du PSG et ça l'aide à rester en parfaite santé. Il est de bonne humeur et il n'a aucun problème. Ce soir, le club de la capitale ne pourra pas compter sur Herrera, resté aux soins après un coup reçu cette semaine à l'entraînement. Kehrer et Rafinha, eux, reviennent dans le groupe, tandis que la prestation de Kylian Mbappé sera attentivement scrutée. L'attaquant n'a pas marqué depuis 4 matchs. Dans les autres rencontres de cette 21e journée de Ligue 1, demain Monaco, après 5 matchs sans défaite en championnat, recevra Marseille qui enchaîne les contre-performances. Dimanche, Lille, dauphin au classement, se déplacera sur la pelouse de Rennes. L'affiche de la soirée, ce sera Saint-Etienne face à Lyon, 3e. Le ton monte au sein du football mondial. La FIFA et les 6 confédérations, dont l'UEFA, ont rappelé leur opposition formelle à la perspective d'une ligue fermée. Une Super Ligue rassemblant les clubs européens les plus puissants. Pour l'instant, aucun projet concret n'a été annoncé, mais les indices s'accumulent. Plusieurs dirigeants de clubs européens se sont réunis dernièrement. La FIFA et l'UEFA ont donc menacé les éventuels participants de sanctions. Un joueur prenant part à la Super League serait privé de Coupe du Monde, d'Euro ou de Copa América. Préparé. Du biathlon, la Française Anaïs Chevalier, 3e de l'individuel d'Antols en Italie. Préparé. Malgré une faute au tir, c'est l'Autrichienne Lisa Theresa Hauser qui s'est imposée pour remporter la première manche de Coupe du Monde de sa carrière. Au terme de ses 15 km, elle s'impose 44 secondes devant Yulia Dima. Avec un sans faute au tir, l'Ukrainienne se classe 2e. Anaïs Chevalier, malgré un dernier tour très compliqué, monte sur un podium pour la 2e fois de la saison, après sa 2e place au sprint de Kontiolahti en Finlande. Du basket et la victoire du Zénith Saint-Pétersbourg en Euroleague 85-78 face aux Turcs de l'Anadolu Efes. Les Russes ont réussi à mener tout le long du match et enregistrent là leur 5e succès en 6 matchs. Ils doivent leur réussite à un bel équilibre offensif. 7 joueurs ont marqué à 2 chiffres avec les 14 points de Will Thomas, 13 unités pour Austin Hollins ou Kevin Pangos. Et ici, à l'image, Billy Baron et ses 10 points. Mardi prochain, les Russes affronteront le FC Barcelone. Sur son parquet, Milan a écrasé le Bayern Munich 75-51. Un 4e succès consécutif pour les Italiens qui pointent en 4e position du classement, 2 rangs au-dessus de leur adversaire du soir. Pour le Bayern, piètre record, jusque-là le club allemand n'avait jamais marqué moins de 55 points lors d'un match d'Euroleague. Les Italiens ont été solides défensivement jusqu'à avoir une avance de 29 points en 3e quart-temps. Sergio Rodriguez est le meilleur marqueur de la rencontre avec 14 points inscrits. En 2015, un incendie se déclare à Bucarest dans les sous-sols du collectif. Billet Retour revient sur le terrible accident qui a dévasté cette boîte de nuit roumaine. I will never forget. It was like a nightmare. 5 ans plus tard,
Une prise de conscience citoyenne et gouvernementale a-t-elle pu renaître de ses cendres? We had our first source told us, okay, you are writing about the infections because the disinfectants are diluted. It was something science fiction for us. Découvrez comment les flammes de l'horreur ont mis en lumière la déchéance et la corruption du gouvernement roumain. Billet retour, le collectif, à voir sur France 24 et france24.com. Retournez. Découvrez Salto, la nouvelle plateforme de télé et streaming qui a tout à voir avec vous. Vous qui aimez vivre l'instant présent. Vous qui voulez voir vos programmes préférés avant tout le monde. Vous qui préférez prendre votre temps. Et vous qui adorez dire « Non, tu connais pas cette série ?» Et tout ça, ce n'est disponible que sur Salto. Rendez-vous sur salto.fr. L'Afrique en 2021, un numéro exclusif de Jeune Afrique. Toutes les clés pour anticiper les évolutions du continent. Plus de 250 pages d'enquêtes, de reportages et d'analyses avec la contribution des plus grands experts, ainsi que 54 fiches pour comprendre les forces et les faiblesses de chaque pays. Disponible chez votre marchand de journaux et en édition digitale pour 1 € seulement. Jeune Afrique, bien s'informer, mieux décider. فاش تسوي تي وتشوف اسنانك كذا عقب داخله تحط ايدك تي كيف واضحه يطلع واضح يطلع فيديو جميل. Vendus d'un simple clic, les animaux sauvages capturés en Afrique sont très prisés des grandes fortunes du golfe arabo-persique. Ce marché florissant est un désastre pour la biodiversité. Quand ils survivent au transport, ces animaux domestiqués ne peuvent revenir à leur milieu naturel. He's very kind of skittish and scared of any loud noise. It just startles him. So those are kind of the main issues. So you see that any noise, and it's just. I think a lot of it is the mental trauma that he's been through as well. Du Somaliland aux Émirats, découvrez les coulisses de ce trafic à grande échelle. Reporter, à voir sur France 24 et france24.com. Mobilisation générale en Europe face au virus et aux variants. Au lendemain de la visioconférence des 27, la France exige à partir de dimanche un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ pour la plupart des voyageurs européens qui veulent entrer sur son territoire. Au Japon, le gouvernement dément toute annulation des Jeux Olympiques d'été. Le Premier ministre Suga temporise en assurant que ces JO se tiendront bien cet été malgré une possible annulation à venir. Nous irons à Tokyo dans ce journal. Retrouvez Constantin Simon.
L'état d'urgence en Centrafrique pour 15 jours sur l'ensemble du pays, une décision du président réélu Faustin Archange-Touadéra qui fait face à une nouvelle offensive de groupes armés rebelles. Ils occupent les 2/3 du territoire. L'ONU demande au Conseil de sécurité une augmentation du nombre de casques bleus sur le terrain. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous. Un test PCR négatif pour rentrer en France, même pour les voyageurs européens. Une mesure prise à cause du variant britannique. Les travailleurs frontaliers et les routiers seront exemptés. Notre priorité absolue est d'accélérer la vaccination dans l'ensemble de l'Europe, a déclaré Charles Michel, le président du Conseil européen. Pour la présidente de la Commission, la situation sanitaire en Europe est très grave avec l'apparition de nouveaux variants plus transmissibles. On écoute Ursula von der Leyen. Nous proposons d'introduire une nouvelle catégorie rouge foncé qui montrerait que dans ces zones, le virus se propage très rapidement. Les personnes qui voyagent depuis ces zones rouge foncé pourraient se voir demander de faire un test avant le départ et de rester en quarantaine à leur arrivée à l'intérieur de l'Union européenne. Et étant donné la situation sanitaire très sérieuse que nous connaissons, tous les voyages non essentiels sont fortement déconseillés, à la fois à l'intérieur des pays et bien entendu à l'étranger. La Hongrie a conclu ce matin un accord pour acheter de larges quantités du vaccin russe Sputnik. Viktor Orban ne respecte visiblement pas le cadre commun d'achat de doses de vaccins fixé par la Commission européenne. Annonce faite alors que le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov reçoit son homologue hongrois aujourd'hui. Face à la pandémie, de plus en plus de pays adoptent le vaccin russe Sputnik. Marc Pope nous raconte la suite. Pour le personnel hospitalier argentin, c'est déjà l'heure de la seconde dose. Ici, le vaccin russe Sputnik V a été homologué dès le 23 décembre et la campagne de vaccination a débuté 5 jours plus tard. A mí me genera más seguridad. Cuando nos enteramos que estaba la primera dosis, no dudé en anotarme. Même le président Alberto Fernandez est venu montrer l'exemple. Selon le Fonds souverain russe, le vaccin est autorisé dans une dizaine de pays, dont la Biélorussie, la Bolivie, le Venezuela ou encore l'Algérie. L'Union européenne, elle, reste frileuse. Seule la Hongrie y utilise officiellement le remède russe. Nem tudunk oltani, mert az Európai Gyógyszerügynökség még mindig nem engedélyezte. Ideiglenes engedélyt adott a Magyar Gyógyszerészeti Hatóság az AstraZeneca-ra, illetve a Sputnik vakcinára. Mais si l'Agence européenne des médicaments tarde à valider le vaccin russe, c'est aussi pour des raisons géopolitiques. Ich habe in der Tat mit dem russischen Präsidenten gesprochen. Es wird immer wieder gesagt, Russland hat diesen Impfstoff Sputnik V. Und ich habe gesagt, wenn wir da gemeinsam arbeiten wollen, und ich finde, über alle politischen Differenzen, die ja im Augenblick groß sind, hinweg, kann man in einer Pandemie auf dem humanitären Bereich zusammenarbeiten. Selon Moscou, le Sputnik V serait efficace à plus de 90%. Le Kremlin espère convaincre de plus en plus de pays grâce au faible coût du vaccin, près de 8 € la dose, et ainsi renforcer son influence sur la scène internationale. La Russie estime que plus d'1,5 million de personnes ont déjà été vaccinées dans le monde. Un troisième confinement en France n'est pas exclu si la situation se dégrade et si la circulation du variant augmente sur le territoire. Déclaration du ministre de la Santé Olivier Véran hier soir, mais on n'en est pas encore là, précise-t-il. Certains médecins demandent un reconfinement. Ils estiment que le couvre-feu n'est pas une mesure suffisante pour contenir l'épidémie. Mais de quel reconfinement s'agit-il? Et il faudra ensuite réussir le déconfinement. Pas de flambée après les fêtes, mais un nombre de contaminations, d'hospitalisations et de réanimations qui ne cesse d'augmenter. L'épidémie progresse, le variant britannique beaucoup plus contagieux fait craindre une envolée des cas d'ici le mois de mars. Faut-il stopper cette dynamique en reconfinant d'urgence? Oui, selon certains scientifiques. Si on attend, de toute manière, on n'échappe pas à un confinement, et ce confinement, eh bien, il va durer jusqu'à ce que les hôpitaux puissent à nouveau respirer. Soit on le fait tout de suite, et là, on peut avoir une diminution du nombre de cas et mieux passer la fin de l'hiver. Moins radicaux, d'autres spécialistes soulignent qu'actuellement, le variant britannique ne touche en France qu'1 à 2% des personnes contaminées. Ils préconisent d'attendre un peu et d'observer les effets des nouvelles mesures appliquées sur le territoire, comme le couvre-feu, avancé à 18h. Au moment où la vitesse était mesurée au Royaume-Uni, les mesures sanitaires étaient bien moindres que ce qu'elles sont en France. Et donc une question, c'est est-ce qu'avec les mesures sanitaires françaises, la vitesse est tout aussi rapide ?
Pour le savoir, de nouvelles Occupé. études chiffrées devraient être effectuées très vite. En attendant, faut-il confiner plus sévèrement au moins les personnes vulnérables, notamment les plus âgées, qui risquent de faire les formes les plus graves? L'idée a été balayée jusqu'à présent par les autorités sanitaires, par certains infectiologues aussi. Le risque, c'est de se retrouver l'arroseur arrosé, où finalement on va confiner des sujets qui gardaient une certaine autonomie, qui vont se retrouver d'abord avec une perte de l'élan vital, parce qu'ils vont se retrouver isolés et qui vont devoir faire appel à des tierces personnes, souvent plus jeunes, et donc souvent plus contaminants parce que asymptomatiques. Aujourd'hui, l'Agence sanitaire européenne chargée des épidémies a appelé ses membres à préparer des mesures plus strictes pour contenir la progression des nouveaux variants du coronavirus. Aux États-Unis, priorité à